Bonjour à tous et salut à toi Manon. J'ai l'avantage de pas devoir te présenter en début d'interview, donc je vais simplement commencer en te demandant comment tu vas aujourd'hui. Salut Chris, bah écoute, ça va très bien, hein. Je rentre dans l'entraînement et je vais faire le deuxième entraînement après l'interview. Ah bah ça c'est les journées sont assez complètes, donc je vais justement te remercier pour ton temps. Je sais que c'est pas facile de se caser des interviews en plein milieu de journée, donc merci à toi. Alors on va commencer sur une question un peu fun que je t'avais envoyée à l'avance, donc que personne ne s'inquiète, tout a été Bien. préparé. Mais c'est un petit jeu qu'on va faire avec notre audience. Donc le but c'est que tu me racontes trois anecdotes, deux sont vraies, une est fausse. Et le but, ce sera de deviner laquelle est fausse. On donnera la réponse en fin de podcast. Donc, je t'en prie. Alors, première anecdote, j'ai participé à une émission de télé-réalité du Sud. Deuxième, j'enchaîne les trois, ça te va? Ouais, tu enchaînes les trois. Deuxième anecdote, j'ai voulu prendre ma retraite du MMA après un combat. Et dernière anecdote, j'ai remporté une compétition en golf. Ouh. Ok, eh ben, tout le monde en commentaire, vous pouvez essayer de deviner laquelle des trois est fausse. Et Manon nous donnera la réponse en fin de podcast. Moi-même, je ne l'ai pas, donc je jouerai le jeu tout à la fin. Euh, On va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu la chronologie des événements depuis ta victoire contre Caitlin Chukagian. Ça fait un petit temps qu'on t'a plus vu dans la cage. Tu as manqué l'UFC Paris, tu as été blessé. Raconte-moi un peu tout ce qui s'est passé depuis cette très belle victoire. Alors, bah, après la victoire, du coup, j'ai dû aller faire l'examen puisque j'avais toujours cette douleur au genou. Donc, en fait, pendant le combat, je savais pas vraiment ce qui s'était passé. Je savais que j'avais une douleur au genou, mais je savais pas vraiment ce qui s'était passé. Du coup, on a fait des examens juste après le combat. Donc, il y avait une rupture totale du ligament croisé. Donc, j'ai dû me faire opérer une semaine après le combat. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de profiter de cette victoire, en fait. Donc, une semaine après, il y a eu l'opération. Et voilà, après, on a enchaîné bah, avec la rééducation à fond. On a vraiment mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe au mieux et pour revenir encore plus forte. Donc, voilà, ça a été des longs mois de préparation, de rééducation. Et voilà, là, c'est la fin. Et je me sens vraiment beaucoup mieux parce qu'en fait, j'avais aussi une douleur, tu sais, sur l'autre genou à gauche. Mhm. En fait, on a profité pour opérer les deux genoux. Et du coup, je suis vraiment contente parce que bah, là, ça fait un mois, 2 mois que j'ai repris l'entraînement et un mois vraiment à fond et j'ai plus du tout les mêmes sensations. J'ai pratiquement plus aucune douleur au genou. Donc voilà, au final, je pense que c'est un mal pour un bien puisqu'on a plutôt réparé d'un coup. Ouais, c'est ça, ça demande de la patience, mais si je comprends bien, tu sentais déjà une gêne avant le combat contre Chukagian, peut-être même sur certains combats avant, et Ouais, aujourd'hui que le problème est réglé, tu considères que tu es encore en meilleure forme que ce que tu ne l'as été par le passé. exactement. Et je pense que cette pause, elle m'a fait aussi du bien, tu vois, parce que depuis que je suis entrée à l'UFC, enfin même avant, j'enchaînais vraiment les combats et j'avais pas vraiment fait de pause aussi longue, du moins, et franchement, ça m'a fait du bien aussi. Ouais, ça te fait du bien. Qu'est-ce que tu fais quand tu es blessé? Tu commences à bouffer des vidéos. euh, c'est côté analyse qui commence à prendre le dessus? Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu un mois où j'ai vraiment coupé, je pense, après l'opération. Genre, je me dis ça, je m'entraînais vraiment fort et tout, j'en avais un peu, enfin, je sentais que j'avais besoin de faire une pause, de me déconnecter totalement de tout. Et en fait, là, après un mois, en fait, ça commençait vraiment à me manquer. Donc là, ouais, on a fait beaucoup d'analyses vidéo, chose que je faisais pas trop avant, tu vois. Mhm. Beaucoup d'analyses, ouais, j'ai regardé beaucoup de combats. Dès que j'ai pu recommencer un peu à boxer, on a commencé à boxer même assis. Enfin, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait pendant cette période et ça a fait du bien parce que ça a changé. Alors, ça me fait penser à deux petites questions subsidiaires. Maintenant que tu as senti que ça te faisait du bien de faire une vraie pause de temps en temps, enfin là c'était une pause de un mois, est-ce que tu risques de considérer de faire des pauses peut-être plus courtes, hein, de une semaine sans entendre parler de MMA après un combat pour vraiment faire un genre de reset et refaire naître la flamme et l'amour que tu peux avoir pour ce sport? Oui, après, je faisais une semaine, c'était ce que je prenais habituellement quoi qu'il arrive. Donc, en fait, non, je vais continuer comme ça. Là, c'était la première fois que je faisais une pause aussi longue, on va dire. Une semaine, c'est ce que je fais d'habitude après chaque combat. Vraiment, je déconnecte une semaine, ça c'est sûr. Mais non, mais après maintenant, il n'y a plus de pause. Par contre.
Maintenant, on est Acheter la parti. ceinture, là. On fonce vers la ceinture. Ouais. Et donc, deuxième question subsidiaire, c'est par rapport à l'analyse de combat. Est-ce que tu considères que c'est réellement bénéfique et est-ce que c'est quelque chose que tu vas peut-être davantage intégrer à ta vie de tous les jours? Ouais, exactement. J'ai vu vraiment que ça m'avait beaucoup aidé en fait. Ce que je disais, je pense qu'on parlait avec Adrien, ce qui est fou, c'est que en fait, j'ai fait une longue pause et j'ai l'impression d'avoir, en fait, quand je suis revenue là à l'entraînement, j'ai l'impression d'avoir progressé en lutte, en grappling. Et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir visionné des vidéos, bah, du coup, aussi que mon corps soit bien reposé et tout. Et en fait, avec Adrien, on rigole parce qu'on se demande si je suis pas allée faire un camp quelque part, en fait, ou si, ou si j'étais en rééducation, quoi, parce que le niveau, il a vraiment augmenté, mais même enfin, surtout techniquement. Ah, bah, c'est incroyable. En fait, moi, j'ai un peu cette anecdote aussi. Je pense avoir euh, mieux progresser en tant que coach que en tant que pratiquant moi-même. Et c'est notamment par le fait qu'en tant que coach, tu dois tout le temps te renseigner sur des nouvelles techniques et analyser, observer. Et je pense que ça rentre, le fait de regarder de l'extérieur ce qui peut se passer, ça te permet de mieux, de temps en temps, de mieux acquérir certaines logiques de combat. Par contre, le drill, il n'y a rien à faire, c'est nécessaire pour apprendre les techniques. Donc, pour la suite, là, tu viens de battre celle que beaucoup de personnes considéraient comme la gatekeepeuse du title shot. Ton prochain combat, c'est contre une ancienne championne. Euh, Tu rentres vraiment dans le haut niveau. Est-ce que pour toi, l'adversité que tu vas rencontrer change ton état d'esprit par rapport à l'approche du combat ou c'est systématiquement la même chose? Ben, je pense que ça change un peu quand même parce que forcément, bah, c'est une adversaire plus forte et je vais plus travailler. Tu vois, moi, comme je disais, je regardais pas de vidéos. Je crois que je suis pas du genre, j'ai dû regarder un ou deux combats, tu vois, avant d'affronter. Après, Aldric le fait pour moi, hein, mais là, je sens que là, j'ai envie de regarder parce que je sens que c'est vraiment un niveau au-dessus, je pense, techniquement. Mhm. Et du coup, là, je me force à regarder des vidéos et surtout à l'entraînement, je suis plus impliquée, en fait. Je m'entraîne vraiment en pensant à Rose et à ce combat. En fait, chaque sparring que je fais, tu vois, je m'imagine vraiment que c'est Rose en face et je fais pas des trucs inutiles comme je pourrais faire avant. Tu vois, des fois, je fais des sparring où je réfléchissais pas vraiment, j'envoyais mes coups. Enfin, là, je sais que chaque sparring pour moi, c'est comme si, tu vois, j'étais à Paris, que je combattrais contre Rose. Donc, je réfléchis à chaque coup que je fais, à chaque feinte, au déplacement. Tu vois. C'est là que je pense que c'est un peu changé. Donc il y a un genre de système de visualisation qui se met en place que tu faisais peut-être pas par le passé et Ouais, tu sens que ça beaucoup peut être moins. bénéfique aussi. Je le faisais, tu vois, peut-être une fois par semaine. Je me dis, bon, allez, celui-là, sparring, on se concentre. Mais là, en fait, je le fais pas exprès, mais en fait, dès que l'entraînement il commence, je focus et je m'imagine déjà par contre. Ah, c'est parfait. Et tu es contente d'avoir eu le combat aussi longtemps à l'avance, ça te fait du bien d'avoir un vrai training camp sur la durée. Ouais, carrément. Après, surtout qu'au début, enfin, on avait un doute sur deux adversaires et c'était vraiment deux styles différents. Donc, c'était compliqué, jusqu'à maintenant de s'imaginer quelque chose parce que ça avait rien à voir. Et, là, ouais, là, je suis contente, surtout d'avoir ce combat contre Rose. Et ouais, on commence vraiment du coup, à choisir les sparring qu'on va faire venir. Même si à la salle, j'ai déjà pour moi un des meilleurs sparring en fait qui ressemble beaucoup à Rose. C'est Théo Muris qui est amateur encore. Ouais. Et franchement, de tous les sparring même qu'on veut faire venir et tout, pour moi c'est celui qui ressemble le plus à Rose. Donc c'est juste Ah, c'est parfait. C'est intéressant que il y a le côté professionnalisation évidemment de l'approche. Ça fait combien de combats que tu fais venir des sparring? J'imagine qu'en début de carrière, tu ne le faisais pas et c'était plus Ouais. ceux qui étaient à disposition que tu demandais, auxquels tu demandais de faire une imitation. Ici, j'ai appelé ça le luxe, hein, tu as un peu le luxe de pouvoir chercher des partenaires d'entraînement qui ont un style par défaut qui ressemble déjà à ta future adversaire. C'est la première fois que tu fais ça ou tu as déjà fait ça pour certaines adversaires précédentes? Là, je crois que ça fait bah, depuis Maya, mon avant-dernier UFC, on essaye de faire venir des sparring qui ressemblent à la terre. Ça, ça te donne une confiance supplémentaire en ta capacité d'aborder le combat parce que le fait de faire venir des personnes qui ressemblent un peu à ta future adversaire, c'est surtout pour que le début du combat soit un peu sans surprise et sans grande nécessité d'adaptation. Tu sens une différence au niveau de la confiance quand le combat commence ou c'est sur d'autres Ouais, points que tu as non, plus de c'est bénéfices? vraiment ça. Je pense que c'est vraiment pour me rassurer. On fait venir voilà, des filles qui sont spécialistes dans un domaine ou dans l'autre. Et en fait, le fait que je vois bah, que ça passe à l'entraînement, ça me rassure après vraiment pour... Hmm.
Alors, en cas de victoire, je pense que c'est indéniable qu'il y a un title shot à la clé. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas, si c'est déjà défini sur papier. J'ai pas spécialement envie de te faire donner des informations qui sont peut-être confidentielles, mais Grasso contre Shevchenko 2 est annoncé. C'est un combat que tu vas suivre de près. Est-ce que tu as est-ce que tu as une préférence sur qui rencontrer en cas de title shots? Une préférence, oui. Forcément, tu vois, depuis le début, j'ai envie d'affronter Valentina, donc j'aimerais bien qu'elle récupère sa ceinture. Après, je suis pas non plus sûre à 100%, tu vois, que ça soit Valentina qui gagne. En fait, je pense que Grasso a une chance encore de s'imposer. Donc, je me mets, voilà, moi, je préférais que ça soit Valentina, mais je sais il y a aussi des chances que ça soit Grasso pour moi. Mhm. Est-ce que tu as l'impression que Shevchenko est peut-être un peu sur, je vais pas dire le déclin, Ouais, mais un peu l'effet John Jones à la fin de sa carrière light heavyweight. Elle a tellement défendu ce titre que j'en avais parlé dans un autre podcast. Quand tu challenges la ceinture, tu as une énorme motivation. C'est ce qui va changer ta vie. Quand tu défends ta ceinture pour la première fois, également parce que c'est pour un peu valider ton statut de champion. Mais quand tu es à ta cinquième ou ta sixième défense, les deux combats, ça change pas grand-chose. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une perte de motivation et que maintenant la flamme est revenue chez Valentina, qu'on va avoir un nouveau visage qu'on avait peut-être perdu sur les derniers combats? ouais, je sais. En fait, je sais pas trop, mais c'est vrai que en fait, pour moi, déjà, elle a un peu perdu cette aura, parce que ces deux derniers combats, enfin, le combat d'avant, elle l'a déjà pour moi un peu perdu. Là, elle Mhm. fait enlever la ceinture. Euh, Déjà, moi-même, tu vois, je la vois plus comme je la voyais avant, en fait. Je sais pas, franchement, je sais pas quelle Valentina on va voir, mais voilà, moi, je sais je suis pas du tout sûre à 100% que ça va être Valentina que je vais affronter, en tout cas. Ouais, ouais, c'est assez clair. Euh, Il y a du mouvement dans la division. Donc entre Grasso qui prend la ceinture maintenant, la montée de Rose, on a le retour de Tatiana Suarez qui est quand même un nom autour duquel il y avait beaucoup de bruit à l'époque. Pardon? Ouais, Sorel, elle est redescendue en 52. Ah, autant pour moi, elle est Ah, redescendue. ouais. Oui, exact. Mais en fait, c'est vrai que quand le combat a été annoncé, j'avais Oui, considéré que oui. Andrade, comme elle est dans les trois divisions, je savais plus dans laquelle elle était. Mais quoi qu'il arrive, on a notamment Blanchfield aussi qui Exact. revient. On a Taylor Santos qui avait fait beaucoup de dégâts à Shevchenko. Est-ce que le fait que la division ait autant de niveaux, c'est quelque chose qui te motive? Genre, quand tu regardes les combats, tu dis, OK, maintenant il y a du niveau. Moi, je suis obligé de rester à ce niveau-là pour continuer à chercher mon objectif. Oui, carrément, parce que, en fait, quand j'y pense, tu vois, Valentina, ses défenses de ceinture, je les ai déjà pratiquement toutes battues, les filles qu'elle a affrontées pour la ceinture. Et je me rends compte que le niveau, il est pas non plus, il est pas extraordinaire, tu vois. Maya, pour moi, c'était un combat facile, alors qu'elle a pris un round quand même à Valentina. Oui. Choukadian, je l'ai battue alors que j'étais blessée. Donc, en fait, j'ai hâte de voir justement la suite. Là, les filles qui arrivent, pour moi, elles sont meilleures. Je pense que celle qui va prendre la ceinture maintenant et qui va la défendre, ça va être plus gros que ce qu'a fait Valentina jusqu'à maintenant. Parce que le niveau, il est en train de monter. Ouais, tu considères que c'est pareil dans toutes les catégories de féminines parce que le sport féminin, enfin le MMA féminin est un peu plus nouveau que le sport masculin, que le MMA masculin. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le niveau est encore en train de monter? On peut même utiliser le mot drastiquement. C'est parce que au moment où Ronda Rousey est arrivée, il n'y avait pas grand monde. Oui. Et Ronda Rousey a potentiellement inspiré pas mal de filles à se lancer dans ce sport. Et est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sent les conséquences positives, on va dire, de la grandiosité médiatique de Ronda Rousey? Ouais, carrément, bah, on voit que le niveau, il a tellement augmenté, en fait, depuis Ronda. Et voilà, franchement, dans toutes les divisions, ça soit en 52, en 61, le niveau est vraiment. Je trouve que maintenant, en fait, ça ressemble vraiment, enfin, par rapport au combat masculin, ça se voit, quoi. Tu vois des combats, techniquement, euh, pour moi, c'est pareil, que c'était un peu moins le cas au début, je pense. Ouais, donc tu considères que dans ton ascension, il y avait vraiment une grosse différence, que certaines filles, c'était pas encore spécialement le niveau UFC. Par contre, maintenant, c'est quoi? Tu considérais que le top 10 est vraiment excellent dans la division? Ouais, même, je dirais plutôt le top 5. Le top 5, le top Ouais. 10 à venir, du coup. Ah ouais. Alors, on va partir sur la partie fun. Ça, c'est une question qui, je vais pas dire me tient à cœur, mais c'est une question que j'aime beaucoup poser, que ce soit dans le sport ou pas. Mais aujourd'hui,
si on te dit que tu as l'opportunité de te téléphoner à toi d'il y a 10 ans et que tu as le droit de donner un seul conseil. Euh, dans le cadre du MMA, parce que je sais que quand je pose cette question à monsieur, madame, tout le monde, la personne me dit, bah, je dis d'acheter plein de bitcoins et de revendre ça quand c'est à 60 000 euros. Et c'est un très bon conseil pour la vie de tous les jours. Mais si tu t'appelles dans le cadre sportif, quel serait le conseil que tu donnerais à la Manon d'il y a 10 ans? Euh, je dirais de travailler dur et surtout de continuer, enfin, toujours à travailler dur parce que ça paye pas forcément de suite, mais ça finit toujours par payer. Hmm. Vision long terme. Ouais. C'est un bon conseil. En fait, je pose cette question parce que je trouve que ça fait, ça donne un super bon conseil à tous les jeunes et toutes les jeunes athlètes qui pourraient nous regarder aujourd'hui et qui auraient les mêmes aspirations que toi dans la carrière. Alors, deuxième jeu, ici je vais le lire, hein. Je vais te donner 3 noms et tu vas me dire contre laquelle tu voudrais combattre, avec laquelle tu voudrais t'entraîner et avec laquelle tu voudrais être pote. Et alors, j'ai fait exprès de prendre des noms d'athlètes face auxquels tu ne pourrais pas combattre par la suite, sinon ça risque de biaiser la réponse. Donc les 3 noms que j'ai choisis, c'est Ronda Rousey, Amanda Nunes et Holly Holm, donc 3 légendes de la division du dessus. Alors que j'aimerais affronter, enfin, j'aimerais bien affronter, c'est Ness. M'entraîner au Lyon, c'est un peu le même style que moi. Ouais. Et c'était quoi attends. Être pote avec Ronda Rousey du coup. Ouais, voilà, être pote avec moi. Si- Attends, je vais aller plus loin dans la question, c'est pas du tout privé, mais voilà, tu as le droit de voir Ronda Rousey en tant que pote. Quelle activité est-ce que tu choisis? Euh... Je sais pas, je dirais peut-être ouais, aller faire les magasins. Faire les magasins avec Ronda Rousey, pas Ouais. mal. Alors, on va terminer le podcast sur des questions rapides. C'est quelque chose que un certain Alex, je sais plus comment, fait sur Twitter pour les combattants internationaux. J'aimais bien l'idée, donc ça permettra un Ouais. peu à tout le monde de mieux te connaître et peut-être d'avoir certains points communs. Alors, le premier, c'était le plat préféré, mais je vais séparer la question en deux, puisque tu es une athlète de haut niveau. Il y a un peu ton plat préféré pendant tes camps d'entraînement, tu sais, un peu sain, etc. Et puis, et la deuxième question, c'est quel est le premier plat que tu manges après un combat? Euh... Alors, premier plat après un combat, ça c'est facile, c'est pizza. Quelle pizza? Franchement, ça dépend. Ça dépend. Mais avec le plus d'ingrédients possible dessus. Ok, pizza mix. Poste. Et en camp, ce serait quoi le plat préféré? En camp, ce que j'aime bien faire, bah, là, en ce moment, que je mange souvent le soir, c'est frites de patates douces. Parce que c'est diète, mais c'est très bon. Euh, avec purée de légumes et du poulet. C'est ce que je Pas mange. mal. Fort. Est-ce que tu mets une Et il aime bien. épice sur les frites de patates douces? Ouais, paprika. Ah, j'allais conseiller le paprika Ouais, fumé. Je sais pas si ouais. tu as déjà Ouais, aussi. essayé, mais c'est incroyable. Alors, on va passer sur le côté musical. Je vais te poser aussi 2 questions. Artiste musical préféré et musique préférée. Artiste, c'est vraiment ce que j'écoute souvent dans mes combats, c'est Rof, batteur français. Et après, La musique préférée. je j'ai pas vraiment de musique préférée. En fait, enfin, j'écoute de tout. En fait, ça dépend des moments, tu vois. C'est ça, c'est selon le mindset, Ouais, c'est ça. évidemment. Ouais, Ça quand tu as peut besoin d'être un peu changer plus dépendant du agressif, ça moment. va. C'est ça. Ok. Voilà. Alors, combattant préféré de tous les temps. John Jones. John Jones. Donc préféré actuellement, c'est John Jones également, puisqu'il est encore actif. Quel est ton combat préféré à regarder? TJ Dillashaw contre Renan Barrow. Le un ou le 2? Franchement, les deux, mais le 1 quand même. Les deux à la suite. Ouais, Les le deux, un parce qu'il était plus surprenant. ouais. Euh, je l'avais pas préparé, donc je sais pas si mais tu vas probablement pouvoir répondre. Ton combat à toi préféré, quel a été ton combat préféré quelle a été ta performance préférée quand tu es rentré dans une cage? C'est mon premier combat à l'UFC. Ton premier combat à l'UFC. Ah, effectivement, belle Ouais. perf.
Alors, on va partir sur les voyages. Quelle est ta ville préférée au monde? J'ai le droit de dire chez moi, à Nice. C'est une bonne réponse aussi. There is no place like home pour Manon, du coup. Alors, je vais aller plus loin dans les questions. Quelle est la ville préférée que tu as fait en tant que voyage MMA? Et ne Hmm, me dis pas Anvers, s'il te plaît. non. Bon, Dubaï. Dubaï. Dubaï était sympa. Ouais, Quand tu partais à l'UAE, c'était une bonne semaine, hein, c'est ça, ils ouais, font c'est ça. venir bien à l'avance. T'as le temps d'en peu profiter quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ton film préféré? Bah, mon film préféré, c'est le film de tennis. Je crois que c'est le titre, c'est Björn contre McEnroe. C'est un film. Ah, je l'ai pas Bien. encore vu, mais mon père était fan de McEnroe, donc je crois que ce sera l'opportunité de regarder. Ta série télévisée préférée? Préféré, je sais pas, mais en ce moment, on va dire que je regarde La Reine du Sud. Et en La fait, j'ai Reine mis du très Sud. longtemps à regarder une série parce que des fois, je regarde le même épisode toute la semaine parce que je m'endors très vite. La Reine du Je, Sud, très longtemps avec moi. donc, tu t'endors devant la télé? Ouais, ouais, une journée. Tout le temps? Tout le temps. Après, j'essaye de mettre, du coup, de regarder sur la tablette, sur la petite tablette. Parce que je sais que je m'endors et au moins, avec la tablette, Au ça moins, fait. tu es dans ton lit et tu dois pas te Ouais, réveiller pour te c'est déplacer. ça. Ouais, c'est une très bonne méthode. Euh, je pensais que tu allais dire The Ultimate Fighter. Non, c'est les gros fans. Ouais, c'est une super Alors, série. surtout, ça, là, je regarde mon épisode. Alors, la dernière question, elle risque de nous aider à savoir si s'il y avait un mensonge ou non. Donc, on va la faire encore après par rapport au jeu des trois anecdotes. Parce que la dernière question, c'est ton sport préféré en dehors Ouais, du MMA. Donc, je la garde pour après. ouais. Ici, il est temps de donner le mensonge de tes trois anecdotes. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler les trois anecdotes? Comme ça, je vais essayer de jouer moi-même. Ouais. Alors, la première, j'ai fait une télé-réalité en Afrique du Sud. La deuxième, j'ai voulu prendre ma retraite après un combat de moi. Et la troisième, j'ai remporté une compétition de. Alors, spoiler, c'est d'office. Donc, la première anecdote, elle est vraie, ça je sais. Allez, je me dis. Et c'est hésitant parce que... Hmm. C'est assez classique chez les athlètes d'avoir un down dans une carrière, même après une victoire, surtout une victoire au mal. Euh, ou une défaite encore pire, évidemment. Ouais. Euh, mais je te vois bien remporter une compétition de golf amateur, tu vois. C'est quoi, je vais prendre un risque. Je vais dire que le mensonge, c'est que tu as voulu prendre ta retraite après un combat. Perdu. Perdu. T'as jamais remporté de compétition de golf. Et en fait, c'est un sport que j'aimerais bien faire après ma carrière. D'accord, donc tu fais un peu de visualisation. Tu vas gagner une compétition de golf. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc ton sport préféré en dehors du MMA, c'est le golf ou il y en a encore un Non, autre peut-être qui... pas, non, ça c'est vraiment pour plus tard. En fait, pour l'instant, je pratique pas vraiment, mais c'est un sport qui m'attire. Mais non, sinon, je dirais le vélo. Je fais beaucoup de sport. En MMA, le Ok. sport que je pratique le plus, c'est le vélo et la course à pied. Ok. Donc ça c'est en tant que pratiquant, tu aimes bien faire du vélo pour ton cardio. Ouais, Est-ce que tu regardes aussi, est-ce que genre t'es fan du Tour de France ou ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, bah, en ce moment, elle tourne pas. Je regarde pour faire la sieste. En plus, ouais, c'est parfait. C'est- Ah ouais. Pour faire la sieste, c'est parfait. Effectivement, c'est plutôt long et les histoires de château, ça permet d'un peu bercer éventuellement. Alors, j'ai juste finir avec une question improvisée tant qu'on est dans les sports. Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu suis de près, que tu regardes régulièrement ou c'est vraiment genre MMA à fond, un tout petit peu de vélo pour t'endormir et rien d'autre? Non, franchement, je regarde tout. Enfin, j'aime vraiment tous les sports. Bon, à la boxe, forcément, je regarde. Après, moi, j'ai fait beaucoup de snowboard, de skateboard. Donc, des fois, je me regarde un peu des vidéos de Mhm. snowboard. Quand il y a des compétitions, des trucs, je regarde. Basket aussi beaucoup. Enfin, tous, franchement, j'aime regarder tous les sports. Une fan de sport. Ah, mais alors, est-ce que le MMA a été clair pour toi dès le début quand tu t'es mise au sport ou quand tu étais plus jeune, tu pratiquais d'autres sports et tu avais peut-être des envies d'être professionnel dans quelque chose d'autre? Ouais, au tout début, c'est
En fait, j'ai commencé par le karaté et après j'ai fait du snowboard. Donc en fait, au début, je voulais vraiment être professionnelle en snowboard. Ah ouais, donc tu... Attends, parce que moi, ma géographie française, elle est pas top, mais Nice, c'est déjà dans le sud, donc c'est pas trop loin des montagnes, mais il fait On trop a beau, donc il y a pas... on a 1 heure et demie des montagnes, des stations de ski. Ah, 1 heure et demie, ok. Moi, je Et suis à donc, la encore... campagne, donc je suis encore je suis moitié. Ok, et Bref, ça vous arrive d'encore y aller, ou tu considères ça peut-être comme ouais, c'est trop. pas assez Aldric, complémentaire, pas assez ben, complémentaire avec la MM? le snowboard, surtout que moi, je pratiquais à haut niveau, tu sais, je faisais du freestyle, vraiment, des bosses, des trucs. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de blessures. Je me suis cassé 2 points le bras, les 2 avant-bras, traumatisme crânien. Donc, vu qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais à fond, on préfère ne pas aller au ski avec Aldric parce que j'ai trop peur que je me blesse. Je peux comprendre, tu vas garder ça pour quand tu feras du golf, donc tu feras golf et snowboard en post-carrière MMA. Eh ben écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Ça a été vachement fun. J'espère que c'était un peu différent de ce qu'on peut voir sur les questions classiques qu'on a ailleurs et que du coup Ouais, l'audience pourra aussi apprendre à te connaître sous un autre angle. merci à toi. Et ouais, c'était top. Ah ben avec grand plaisir. Donc les amis, on supporte Manon évidemment sur les réseaux et puis on se rejoint du coup j'oublie tout le temps, c'est le 2 ou le 3 septembre. Le job. Le 2 septembre à l'UFC Paris pour le co-main event contre Rose Namajunas. On te souhaite vraiment le meilleur. Merci, merci Chris. Merci à toi.